Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. L'heure est venue de se réunir autour d'un verre et d'une passion commune, notre ballon rond chéri. Le Café des Sports de Radio Foot ouvre ses portes comme chaque vendredi. Les habitués sont déjà là, l'équipe est bien en place. Habib Bey, bonjour Habib. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Xavier Barret, bonjour Xavier. Bonjour Hugo. Rémi Ngono, bien sûr, bonjour Rémi. Ah bonjour, en super forme, comme mon club de cœur. C'est le Barça votre club de cœur? J'ai pas suivi. Pardon? Non, c'est Manchester City. Man. Ah, c'est Manchester City, ok. Ah bon? Et Guardiola, votre entraîneur préféré, on est bien d'accord. Vous savez à quel point je suis content d'être là aujourd'hui. Là, je vais me régaler aujourd'hui. Il va se régaler. Je vais me régaler aujourd'hui. Il va se régaler avec toi. Tu connais Tottenham? Rémi, calmez-vous, gardez-en un petit peu sous le coude. Il y en a un autre qui est ravi d'être là. El Refe Alejandro Valente. Bonjour Alejandro. Bonjour. N'Golo Valente, ce sera un peu le match dans le match du Café des Sports, notre classico à nous. Avant le vrai classico dimanche, Real Barça. Peut-être encore la rencontre la plus attendue de la saison, le plat de résistance de notre Café des Sports tout à l'heure, en tout cas. Mais d'abord, en entrée, on abordera un sujet plus consensuel. Vous aurez l'occasion de me dire le mal que vous pensez d'Arsenal. Sujet facile, cible facile. Le pauvre Aubameyang. Franchement, que fait-il dans cette galère? Les Gunners ont été sortis de la Ligue Europa hier dès les 16e devant leur public par l'Olympiakos. Retour sur ce match au scénario fou. Retour également sur une autre sortie de route, celle de l'Ajax. Et puis en dessert, des éloges, je l'espère en tout cas, pour un joueur très apprécié à RFI, notre prix RFI Marc-Vivien Foé 2018, Karl Toko Ekambi. Il fait beaucoup de bien à Lyon, le Camerounais précieux lors du fabuleux succès contre la Juve mercredi. Il en sera peut-être de même dimanche lors du derby brûlant contre Saint-Etienne. Bien sûr, vous pouvez sourire, messieurs, car vous êtes filmés. Le Facebook Live du Café des Sports est à déguster sans modération. Venez admirer Rémi Ngono, venez commenter, venez participer au débat. Mais qu'est-ce qu'il fait là, sous la table? Toujours en train de tricher Xavier Barret. Je crois qu'il a rangé son téléphone. Vous devriez en faire de même. Il sonne beaucoup. Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui cherchent à vous interpeller. Okay. Allez, merci à toute l'équipe qui œuvre en coulisses, en cuisine, derrière le bar à la plonge, dans ce Café des Sports. Marie-Amélie Motte, Pierre-Olivier Guérin et notre réalisateur, le maestro Laurent Salerno. Martinelli competed. That is a peach. Et l'impensable est arrivé. Finaliste il y a 2 ans, finaliste la saison dernière. Arsenal va quitter la compétition. Et l'Ajax s'arrêtera là, battu, dominé par cette énorme équipe de Retafe. La belle victoire 5-0 de Manchester United. Manchester qualifié pour les 8e de finale. Allez, le Café des Sports va d'abord prendre des allures de pub anglais, un pub du nord de Londres plus exactement, ambiance morose, la bière a le goût amer, celui de la défaite. Nous sommes ce jeudi soir, énorme surprise, Arsenal quitte la Ligue Europa dès les 16e de finale, malgré une victoire à l'extérieur 1-0 à l'aller. Les Gunners ont été piégés par les Grecs de l'Olympiakos. Le Sénégalais, Pape Abou Cissé, ça a dû vous faire plaisir, Habib, a d'abord remis les compteurs à 0. Égalisation magistrale, acrobatique d'Aubameyang en prolongation avant le coup fatal porté à quelques secondes de la fin par le Marocain Youssef El Arabi. 3 buteurs africains dans ce match. Et derrière, il y a une dernière occasion en or et un raté du malheureux Aubameyang, capitaine, non pas abandonné mais abattu. Yeah, very, very disappointed. Je suis vraiment très très déçu. Que dire, c'est très dur de prendre un but à la dernière minute, c'est vraiment malheureux. Je me sens mal, je ne sais pas comment j'ai pu rater cette énorme occasion dans les tout derniers instants. J'étais fatigué, j'avais des crampes, mais je ne cherche aucune excuse. J'ai raté la cible, c'est tout. Le désarroi, le mot est faible d'Aubameyang, nouvelle désillusion londonienne pour la vedette gabonaise depuis son arrivée à Arsenal, c'était à l'hiver 2018. Ses performances individuelles sont très bonnes, celles de son équipe beaucoup moins. À bientôt 31 ans, Habib Bey est-il en train tout simplement de gâcher ses plus belles années dans un Arsenal en déclin? Au départ, je pense que quand il fait ce choix, il ne se dit pas qu'Arsenal va avoir ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il pouvait prétendre à un club plus important que celui d'Arsenal au vu de ce qui se fait en Europe aujourd'hui? On pouvait penser que non, mais on regarde aujourd'hui au Barça, ils ont pris un joueur comme Braithwaite. On peut imaginer qu'un Aubameyang, même s'il y avait Suarez, aurait forcément sa place dans ce Barça-là. C'est un joueur qui marque partout où il va,
qui a énormément progressé. Donc je pars du principe que peut-être oui, en ce moment, il gâche des années parce qu'il est très performant dans un club qui ne l'est pas. On a quand même la chance de voir l'un des joueurs qui est très souvent nommé pour le Ballon d'Or africain. Il est en général 3e derrière Sadio Mané ou Mohamed Salah, mais il est toujours là. Donc ça prouve qu'il a une immense qualité. Oui, il surnage en fait dans cette équipe. Heureusement qu'il est là même. Je dirais même que heureusement qu'Aubameyang est là. Lacazette aussi par moment, mais Aubameyang surtout puisqu'il marque. Il marque beaucoup pour cette équipe. Lorsqu'on regarde ses statistiques, et je pense que Xavier va nous le confirmer, mais lorsque vous regardez les statistiques sur les 3 ou les 4 dernières années, c'était l'un des joueurs en Europe qui marque le plus, je crois. Il marque beaucoup en tout cas. Vous avez les chiffres, Xavier? Moi j'en ai quelques-uns. Je ne sais pas tous. Cette saison, il a 17 buts. Il est en tête du classement des buteurs de la première Co-meilleur ligue, buteur avec Vardy. Non, mais c'est vrai qu'il marque beaucoup, mais c'est un peu ce qu'on lui demande aussi. Donc il est dans un registre où il marque n'est beaucoup. pas le seul Maintenant, auquel on demande ça et tout le monde ne réussit pas comme lui. Oui, mais moi j'aurais quand même une question à savoir, jusqu'à présent on faisait allusion à la carrière d'Aubameyang, notamment à Saint-Etienne et à Dortmund. Il jouait dans des équipes qui jouaient en général assez bas et où il avait beaucoup d'espace. Or c'est pas du tout la philosophie de jeu d'Arsenal, que ce soit avec Wenger, avec Emery et a fortiori maintenant avec le dauphin, le disciple de Pep Guardiola, à savoir Mikel Arteta. Arsenal c'est une équipe qui joue, où il y a des attaques placées, donc il y a moins d'espace. Or, lui, c'est un dévoreur d'espace. Il est extrêmement brillant quand il a des espaces. Là, il en a moins, il marque quand même, mais je pense qu'il ne peut pas exprimer pleinement son potentiel dans ce système tactique. Or, Arsenal, c'est une équipe qui traditionnellement fait le jeu, prend le jeu à son compte. Mais il le fait partir de la gauche, donc il a plus d'espace, il part de l'extérieur vers l'intérieur, et mine de rien, tu vois des situations où il marque, où il trouve des situations de profondeur. Après, là où il a ajusté, c'est justement le fait qu'Arsenal joue plus haut, a envie d'être sur la progression et sur la possession. Et on sent qu'il est beaucoup plus juste. Rappelez-vous, à Saint-Etienne, c'était un joueur qui avait un déchet, mais incroyable. Aujourd'hui, je trouve qu'Aubameyang a montré ces derniers temps qu'il avait déjà un ratio tir-but qui était important. Il a été performant dans différents championnats. C'est pas aussi simple d'aller en Allemagne, d'être performant en Allemagne. Il arrive en Angleterre, il est performant en Angleterre. Ça veut dire que c'est un travailleur. Moi, déjà, je pense que c'est un travailleur. C'est un joueur qui a énormément progressé. Il faut se rappeler d'où il est parti. Rappelez-vous d'Aubameyang à Saint-Etienne. Le jugement qu'on avait sur Aubameyang lorsqu'il était à Saint-Etienne, c'est qu'on disait c'est un joueur qui va vite, mais devant le but, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et pour moi, il fait partie des meilleurs attaquants en Europe, même si forcément son équipe est en difficulté. Rémi Ngono, c'est Arsène Wenger, votre ami, qui a attiré dans ses filets Aubameyang à l'hiver 2018. Il est tombé dans le piège de Wenger. Selon vous, Aubameyang, il n'aurait jamais dû aller à Arsenal. Tout en une perche. Oui, bien évidemment. Pleine de mauvaise foi, néanmoins. Non, oui, d'autant plus que c'est pas parce que la maison Wenger était qui l'a déjà fait pourrie. venir. La maison était déjà pourrie par Wenger. Parce que, non, c'est pas Wenger qui l'a fait venir. C'était le responsable du C'était recrutement. le responsable du recrutement qui était un Allemand, Sven Mislintat, qu'il avait connu à Dortmund, qui l'a fait venir. Donc juste, je précise, avant que tu te déchaînes sur un punching ball vide, que ce n'est pas Wenger qui l'a fait venir. Évidemment, c'était le responsable du recrutement d'Arsenal qui l'a fait. Ma question ne portait pas autour de Wenger, plutôt autour d'Arsenal, le bon club ou pas pour le Gabonais Aubameyang. C'était un mauvais club, attendez. Quand on finit de pourrir un club avec 1228 matchs et que subitement on trouve un attaquant qui était quand même à 46 buts quand il arrivait là-bas, mais attendez. Bon, moi, je me serais attendu. Et d'ailleurs, on annonçait Aubameyang au Real Madrid. Vous vous rendez quand même compte que quand Aubameyang quitte Dortmund, il vient de remporter le Ballon d'Or africain. C'est-à-dire que devant les gens comme Yaya Touré ou encore... Donc, on se dit, c'est l'espoir de l'Afrique. Pourquoi il n'est pas allé au Real Madrid? Ah ben, c'est parce justement... que Zidane n'en voulait pas. Parce que justement... Ah non, mais parce que justement aussi, il faut savoir que Arsène Wenger a vite anticipé. C'était en hiver. Il faut savoir qu'il va en hiver. Il venait juste d'inscrire 13 buts avec Dortmund. Non, mais si le Real l'avait voulu, le Real l'aurait eu. Oui, mais... Surtout que lui, il voulait y aller. Exactement. Aujourd'hui, donc... j'ai dit, moi je trouve qu'il est bon parce que, quoi qu'on dise dans cette équipe-là, il faut regarder qui est autour d'Aubameyang. C'est presque, il est seul parce que lorsque vous regardez, même Lacazette, c'est une équipe où personne ne progresse. On ne progresse pas actuellement au niveau d'Arsenal. Regardez que Pépé, qu'on vient de recruter, aussi cher que ça, mais c'est 6 buts en 31 matchs. Lorsque vous regardez par exemple Lacazette, c'est 8 buts. Et lorsque vous vous rendez compte que c'est lui qui doit donner même des buts, des passes décisives, Aubameyang, c'est qui? C'est Ozil. Vous savez combien de passes décisives il a délivré? Une passe décisive, un but depuis le début de la saison. On ne remettait pas en cause le niveau individuel d'Aubameyang. Pour moi, Aubameyang est le seul
qui tient encore la baraque dans cette équipe qui ne vaut absolument rien du tout. Mais ça, on est Non, d'accord. c'est pas qu'elle ne vaut Je rien suis du pas tout. d'accord, C'est ouais. qu'elle ne vaut plus rien. Quand tu as dit qu'elle ne vaut plus rien, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont très très loin de leur niveau de forme. Je pense à Ozil. Mais je te Lorsque dis, vous regardez ce milieu de terrain, Chaka, ça n'a jamais confirmé, ça n'a jamais été à un niveau européen pour moi, de haute équipe européenne. Vous prenez Ceballos, il y a eu un match où on a l'impression qu'il était exceptionnel et puis derrière, il s'est complètement éteint. Et le vrai problème d'Arsenal depuis des années, c'est cette charnière centrale, c'est cette défense. C'est une équipe qui prend but sur but depuis 4-5 ans. Et même lorsqu'Arsène Wenger était là sur les dernières années, ça a été leur problème majeur. Lorsque vous avez Mustafi et David Luiz, vous prenez David Luiz qui ne joue plus du côté de Chelsea, vous avez Mustafi qui est un joueur très très lent pour le championnat mais d'Angleterre. c'était un camion remorque. Oui, mais c'est le problème. En Angleterre, c'est la problématique. Il faut regarder dans les équipes. La plupart des équipes de haut tableau en Angleterre ont un mec qui est supersonique derrière. Vous prenez Liverpool, ils ont Van Dijk, ils ont Joe Gomez. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, Manchester City. Dès qu'ils n'ont pas eu la porte, grande difficulté. Et tu te rends compte que quand la porte revient, parce qu'il va vite, il compense. Et on regarde Arsenal, ce sont deux semi-remorques dans la charnière centrale. Donc c'est un problème parce qu'ils prennent des buts. Que de bavards autour de vous, mon cher Alejandro Valente. Oui, Quelques réactions je sur suis un petit peu les sur les débats réseaux sociaux. sur Facebook Live. Et il y a beaucoup de gens qui compatissent un petit peu à la situation d'Aubameyang. Il y a Guido Malo qui dit Aubameyang a fait son boulot, c'est Kanté qu'il doit quitter Arsenal. C'est vrai qu'on peut se demander ce qu'aurait été la carrière d'Aubameyang. Il a eu la malchance, on va dire, de tomber dans cette équipe qui, au moment où ça n'allait pas du tout. Et au niveau national, il joue avec les Gabon, qui n'est quand même pas une des premières équipes d'Afrique. Donc par rapport Mais à d'autres... ça peut changer parce qu'Arteta est arrivé et je pense qu'Arteta, à Il fait du bon l'intersaison, travail. va forcément acheter beaucoup de joueurs et peut-être que la garantie pour Aubameyang de voir des joueurs arriver capables de changer. un Non, petit mais peu malheureusement, bien le contraire. On ne va pas acheter parce qu'il faut bien se dire que Arsenal ne pouvons pas se qualifier pour la Ligue des Champions parce que c'est mort. C'est pas un grand fait. Mais Ils c'est sont mal- mort. ils sont- neuvième, ils sont mal placés 9e. en championnat. Ils sont 9e. Allez. Donc, actuellement, vous Rapidement regardez sur que, Arsenal, rapidement sur lorsque vous Arsenal, regardez les contrats, vous allez vous rendre compte que la Lacazette, ça finit là en 2021, c'est terminé. Vous regardez également aussi Ozil, il a annoncé à Fenerbahçe, encore que là, Mais ils l'ont Ozil, voilà, prolongé, et tout. ils auraient pas dû, Donc, du coup, vous vous retrouvez avec une équipe qui est totalement exsangue. C'est une équipe qui est désarmée, désarticulée. Arsenal va repartir presque du bas fond. On suivra ça sur En tout cas, il y a RFI. Il faut effectivement qu'on... une donnée simplement importante, c'est que l'élimination pourrait faire perdre environ 50 millions d'euros à Arsenal cette sont saison. très, très entre Donc primes l'obligation de et vendre. RSE Très, très de riche. Très riche, il a C'est raison. un club qui est très très riche. Très riche, oui, ils ont des réserves. Bon allez, on les laisse tranquilles, les Gunners d'Arsenal, on s'acharne sur eux assez régulièrement comme ça. On continue quand même sur nos déçus de la Ligue Europa, de Londres à Amsterdam, des pubs au coffee shop, c'est légal. Là-bas, l'Ajax avait ébloui le vieux continent en Ligue des Champions la saison dernière, il ne passera pas l'hiver cette année en Coupe d'Europe. Sortie précoce de la C1, sortie précoce de la Ligue Europa hier, la faute aux Espagnols de Retafe. Les Cassandres qui prédisaient le pire pour l'Ajax après les départs de Jong et de Ligt l'été dernier avait raison, a priori Xavier Barré. Elle est trop affaiblie cette équipe. Et le Danois Schöne aussi, qui était un élément d'expérience au milieu de terrain, qui est parti en Italie, à Genoa. Donc il y a eu effectivement des départs. C'est vrai que l'Ajax est habitué à ce genre de départ, mais l'Ajax fait aussi souvent une saison sur deux en Coupe d'Europe. Souvenez-vous l'année où ils vont en finale de l'Europa League contre Manchester United. 2017, deux Voilà. ans avant. L'année d'après, l'épopée. ils sont à côté. Ils reviennent donc l'an dernier avec un magnifique parcours en Ligue des Champions. Ils vont jusqu'en demi-finale. Et donc là, contre-coup, à chaque fois, on leur pique leurs meilleurs joueurs. Le marché néerlandais leur permet pas de retenir leurs meilleurs éléments. Ils sont obligés d'en vendre quelques-uns très chers pour garder le reste de l'équipe. Malheureusement, ils ont un peu vendu leur âme là, en lâchant De Ligt et De Jong et Schöne aussi. Donc du coup, on dirait qu'il a du mal. Déjà en phase de poule de la Ligue des Champions, bon, ça s'est joué à peu de choses. Ils avaient failli accéder au huitième de finale, mais ils ont terminé troisième de la poule dans le groupe de Lille. Et là, du coup, maintenant, ils sont en Europa League, mais il y a quelque chose de cassé dans l'esprit des joueurs. On voit Hakim Ziyech, maintenant, il pense à son avenir. Pourtant, il y a quand même des bons joueurs. Onana, Oui, le Camerounais, mais- est encore là. Ziyech, Tadic. Oui, Van mais de ils Beek. se disent, voilà, De Jong est parti à Barcelone, De Ligt est à la Juve, et moi, je suis encore là. Oui, mais je pense que c'est un psychologiquement, processus. Mais c'est un processus qui est établi dès le départ pour tous ces joueurs. Ils savaient très très bien qu'après cette campagne de Ligue des Champions, ils allaient devoir repartir avec de nouveaux joueurs, essayer de reformer des joueurs, amener des jeunes. Lorsqu'on regarde le match d'hier, ils ont ni Ziyech, ni David Neres, qui était un titulaire
indiscutable l'année dernière, c'est-à-dire vos 2 joueurs offensifs d'extérieur ne sont pas là. Vous perdez De Jong, Van de Beek a joué hier, mais vous n'avez pas de Ligt derrière, donc vous perdez quand même un gros potentiel au sein de cette équipe. Et je crois que l'Ajax, de toute façon, est programmé pour ça. Vivre des grosses saisons et vivre peut-être des 2 saisons un petit peu plus difficiles. Rappelez-vous, à un moment donné, ils étaient même plus champions de Hollande, des Pays-Bas, pardon. Et ils ont reconstruit et en quelque sorte c'est l'histoire de ce club depuis quelques années. Ils ne peuvent pas survivre sans vente de joueurs. Ils vont se régénérer. Donc, je pense à un moment donné la formation sera toujours là quoi qu'il arrive. Vous faites partie des Cassandres concernant l'Ajax, mon cher Rémi Ngono? Non, moi je n'aime pas beaucoup cette politique-là où on dit toujours qu'il faut repartir à zéro. Parce que toute équipe quand même comme Ajax qui est quand même une légende au niveau de l'Europe, mais qu'il faille revendre de cette façon. Vous vous souvenez quand même que depuis l'époque où ils avaient d'ailleurs vendu Johan Cruyff qui est parti au Barça, on avait constaté, et jusque-là, ils vendent. Et chaque année, on dit, l'Ajax n'a pas de moyens, il faut qu'il continue à vendre. Finalement, ils ont déjà tellement vendu que moi, je ne vois même pas cet Ajax se relever là. Bon, à une certaine période, vous allez vendre, vous allez vendre, vous allez vendre. Et maintenant, comme on dit là, Ziyech va partir, ça c'est clair. Van de Beek, lui aussi, il sait que c'est fini. Mais quand tu regardes ce qu'il y a derrière, parce que t'as dit, quand vous regardez, c'est 31 ans bientôt, donc ce n'est pas l'avenir. Les jeunes poussés, ça n'existe pas. Allés le chercher. Donc, ils sont allés le chercher. Donc, tout comme Blin, qui sont allés rechercher. Le seul d'ailleurs qu'ils ont acheté, c'était Ziyech à 16 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ils le vendent tellement cher que on se dit, ils n'achètent pas, ils se disent qu'on attend dans la pépinière. Et finalement, si vous êtes toujours là, en train d'attendre, bon, il y a un proverbe africain qui dit qu'on peut extraire le lait d'une mamelle, mais ne coupez pas la mamelle de la vache. Mais pourquoi voudrais-tu qu'aujourd'hui, ils aillent réinvestir tout le fruit de la vente? C'est pas nécessaire. Ce qu'ils veulent, l'Ajax, aujourd'hui, c'est être en Ligue des Champions tous les ans. Et de valider éventuellement le fait d'être champion des Pays-Bas. Pour l'instant, ils sont premiers dans ce championnat des Pays-Bas, avec l'équipe qu'ils ont, et en vendant 3 à 4 joueurs qui leur apportent peut-être entre 80 et 120 ou 150 millions d'euros. Donc ça veut dire que le modèle économique de l'Ajax a toujours été comme ça, et ce qui leur suffit, c'est d'être en Ligue des Champions chaque année pour avoir une manne financière et surtout une vitrine pour vendre leurs jeunes joueurs. Allez, on en reste là sur Juste un dernier mot, il y a 2 saisons, avant ce beau parcours qu'ils ont fait, ils avaient recherché Tadic, ils l'ont acheté. Mais c'est normal, tu dois encadrer ces jeunes. Ils prennent quand même. Oui, mais tu dois encadrer ces jeunes. Et combien ça a coûté Tadic? Ça leur a coûté près de 30 ou 40 millions. Non, Si, les deux avec Blind. Avec Blin tout seul. Parlons aussi des qualifiés. Il y a aussi des qualifiés, il n'y a pas que des éliminés dans cette Ligue Europa. Qualifiés pour les 8e de finale, Manchester United, succès 5-0 contre Bruges hier à la maison, à 11 contre 10 plutôt, c'est plus facile. 7 matchs que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ne perdent plus et ne prennent pratiquement aucun but. 5e de Première Ligue à 4 points du 4e, toujours engagé en Europe, avec un 8e à venir de Ligue Europa contre les Autrichiens de Linz. Il y a un vent d'optimisme qui souffle sur cette partie rouge de Manchester. C'est grâce à Fernandes. Il a changé complètement le visage de cette équipe. C'était une équipe qui était ennuyeuse, qui était pâle. Et là, on a vu même hier un duo Mata-Bruno Fernandes qui a été exceptionnel parce qu'ils parlent le même football. Espérons que ça dure pour Manchester United parce que cette équipe, maintenant, on va dire, ressemble plus à ce que doit être Manchester United, c'est-à-dire produire du spectacle, être un petit peu plus flamboyant. Je pense que ça va bonifier aussi certains jeunes joueurs. Je pense aujourd'hui à Martial, à Rashford, quand il sera là. On peut considérer que Daniel James est un jeune joueur qui peut aussi progresser avec des joueurs plus techniques derrière lui. Lorsque vous aviez par exemple McTominay, c'est bien de vanter les mérites d'un jeune joueur qui arrive, mais c'est très très loin en termes de talent. Je pense que Bruno Fernandes a apporté beaucoup à cette équipe de Manchester United. Et Pogba va bientôt revenir, c'est qu'il ne fera pas de mal. Et puis il y a un nouvel avant-centre. Absolument. Odion Igalo, première titularisation, premier but hier pour le meilleur buteur de la CAN. C'est vrai, on s'était un peu moqué de cette arrivée, mais finalement, il est là, il a marqué son premier but et on peut lui souhaiter bonne chance. En tout cas, il est dans le club de ses rêves. C'est vrai que tout le monde, y compris moi, j'aurais pu marquer ça avec ma béquille. En attendant, Manchester United ne vous a pas engagé. Il faut quand même dire une chose, Hugo, et on avait eu l'occasion d'en débattre avec Rémi. Moi, je trouvais que la politique de Manchester United, même si elle n'était pas flamboyante, de maintenir Ole Gunnar Solskjaer malgré une baisse de performance au niveau des résultats, parce qu'il avait une philosophie de jeu, parce qu'il connaissait ce club, parce qu'il s'inscrivait dans la continuité, dans la tradition de Manchester United, était une bonne politique. Donc il y a parfois des coups de moins bien. Ça a été le cas cet automne, c'était moins bien. Et puis là, maintenant, il commence à récolter les fruits. Il y a eu un mercato bien mené, il y a une
cohérence retrouvée dans ce club. Il faut souhaiter que ça dure parce que ça reste... Avec une baisse des revenus commerciaux de cette équipe qui était la première à générer le plus d'argent aujourd'hui dans le football dans le monde. Ce qui lui permettait d'investir massivement malgré des résultats. Et le problème, c'est que comme Manchester United a moins de résultats, on voit que des clubs commencent à réduire un petit peu le gap financier par rapport à cette équipe. Donc c'est important pour eux de briller. Du coup, ils recrutent peut-être plus intelligemment, plutôt que d'aller chercher des pointures qui finalement s'intègrent pas, style Alexis Sanchez qu'ils avaient surpayé. Voilà, bon, on va pas faire la liste. Et bien là, ils sont allés prendre juste ce qu'il leur fallait. Bruno Fernandes, comme le disait Habib Beye, c'est une excellente recrue qui vient vraiment apporter à faire du lien entre le milieu et l'attaque. On va voir ce qu'ils feront l'été prochain, mais pour le moment, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent que ça a pu l'être par le passé, dans un passé récent. Et je rectifie, Manchester United en championnat est à 3 points du 4e, à savoir Chelsea. Donc 3 points de la Ligue des Champions. Rémi peut se moquer d'Igalo, mais là, nos auditeurs l'attendent au tournant. Ils se demandent, certains, s'il a bien dormi cette semaine après ce qui est arrivé à Cristiano, au Real Madrid, etc. Et justement, la transition est toute trouvée avant de passer au Classico. Vous dire que le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue Europa a livré son verdict tout à l'heure. Je vous parlais de cette affiche entre les Autrichiens de Linz et Manchester United. Également à suivre, parmi les affiches intéressantes, Inter Milan-Retafe ou encore Séville AS Rome. Nueva edición del clásico más importante del fútbol mundial. Ya sabéis que no es un día cualquiera. Este clásico, Fútbol Club Barcelona Real Madrid. L'affrontement entre les deux plus grands rivaux du football retrouve toute la ferveur du bon vieux temps. Vivement le coup d'envoi. Les médias le vendent très très bien, ce Classico. Évidemment qu'un Real Barça comme celui qui aura lieu dimanche nous fait rêver pour des raisons évidentes. Mais si ces deux clubs ont dominé le football mondial récemment, ils ne sont plus tout à fait au top, comme on dit chez les jeunes, chez les moins jeunes en ce moment. Ils se disputent tout de même la Liga. Avantage pour votre Barça, Alejandro Valente pour l'instant. Mais au-delà de l'enjeu sportif, le Classico est-il toujours la référence, le match au niveau le plus relevé, toute compétition confondue? Je pense que pour les amateurs du football, c'est un peu vrai, même si aujourd'hui les deux équipes apparaissent moins dominatrices sur la scène internationale. Elles sont quand même là, elles sont toutes les deux en course un petit peu partout. Et je pense qu'il y a un enjeu énorme cette semaine, puisque ce Classico arrive après une série un peu difficile pour le Real Madrid, et alors que Barcelone essaye de relever la tête en survivant un petit peu aux nombreuses blessures qui affectent son effectif et à la mauvaise programmation de sa direction sportive. Rémi Ngono, c'est toujours le rendez-vous immanquable. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait le Classico. Un seul match à regarder. Bon, oui, parce que c'est des équipes qui, sur le plan mondial, attirent quand même presque tout le monde. Et puis, il faut savoir même, rien que le prix déjà, le dernier prix du billet, c'est 120 €. Le premier prix, c'est 410 €. Donc, rien que pour accéder déjà au stade, ça, c'est nulle part ailleurs. Bon, et puis également, il faut quand même se dire que, quoique le Real soit un peu moins bien, mais il faut se dire que c'est l'une des rares fois où pratiquement, à cette période de la saison, les deux équipes sont au coude à coude. Parce que ce Real, comme on peut me le dire, moribond, n'est qu'à 2 points du Barça, alors que l'année dernière, le Real était déjà à 11 points. Donc, c'était presque déjà joué. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Classico reste encore le Classico, sauf que, bien évidemment, il manque la cerise sur le gâteau. C'est lui qui marquait 52 buts l'an, donc Cristiano Ronaldo. Et c'est là où nous avons la véritable difficulté aujourd'hui. Celui qui ne marque pas contre Lyon, on est d'accord, hein, cet attaquant portugais au chignon, c'est ça? S'il ne marque pas contre Lyon, il faut quand même regarder le nombre de buts qu'il a marqué en Ligue des Champions. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ce qui est sûr, déjà, il faut le dire, le match le plus regardé aujourd'hui dans le monde, c'est pas le Classico, c'est Manchester United-Liverpool. À travers le monde, si vous regardez le nombre de gens qui regardent, à travers le monde, c'est le match le plus regardé, le plus diffusé. Et justement, j'allais vous amener en première ligue, parce qu'il y a United-Liverpool, et puis il y a City-Liverpool, voilà, qui pourrait avoir supporté. Après, j'entends, et bien sûr que ce match-là, tout le monde le regarde, parce que c'est le Barça face au Real, avec deux clubs en termes d'institutions, emblématiques, exceptionnels, avec multititrés. Mais je pense qu'il manque un duel aujourd'hui qui attise forcément moins d'intérêt. C'était ce duel Messi-Ronaldo. Il ne faut pas oublier que récemment, dans les années récentes aujourd'hui de ce match-là, les gens se mettaient devant leur télé
pour voir ce duel à distance entre Messi et Cristiano Ronaldo. À partir du moment où vous regardez ce match, le duel Messi-Benzema, par exemple, n'existe pas. Aux yeux des gens, il n'existe pas. Benzema est un immense joueur. Mais ce que voulaient voir les gens, c'est ce duel de ces deux bêtes sauvages, ce que vous voulez, de ces... Entre Liverpool et ton match là, on voulait regarder qui? On voulait regarder qui? Il faut Dans ton grand match là, on voulait regarder qui contre qui? Moi, je te parle de chiffres. Tu me parles de quel chiffre? Moi, je t'ai parlé du prix du billet. Je te parle de chiffres. Même un match de deuxième division de Première Ligue. Même un match de deuxième division de Première Ligue, parce que la Première Ligue a su vendre à l'extérieur. Mais ne me dites pas que c'est Liverpool contre mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. À la tête de Liverpool, nous avons Jürgen Klopp, qui est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde actuellement, face à Pep Guardiola. Et en ce moment, du côté du Barça, tu as Quique Sétienne, que personne ne connaissait avant qu'il soit nommé au Barça. Je te dis juste qu'aujourd'hui, quand tu regardes le match le plus regardé dans le monde, le plus diffusé, va sur Internet, c'est Manchester United contre Liverpool. Je te dis pas qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de passion pour Real Barça, je te dis juste qu'aujourd'hui, avec le départ de Cristiano Ronaldo, tu as perdu en quelque sorte une caisse de résonance exceptionnelle pour ce Classico. Ça n'est plus la même saveur aujourd'hui sans Cristiano Ronaldo au sein de ce Real Madrid. Mais je vais regarder ce match parce que j'adore ces deux équipes et il y aura forcément un jeu de très très haut niveau. Je suis pas d'accord parce que justement, ce qui est vrai effectivement au niveau des chiffres, parce que la Première Ligue a une force de frappe économique et cathodique. Donc tu viens confirmer ce que je viens de te dire. Bien sûr, mais je conteste pas tes chiffres, au contraire. Mais après, au niveau de l'histoire du foot, le Real Barça, c'est une constante. Ça existe depuis les années 30. Voilà, ça fait un siècle que ce rendez-vous est un match important pour les aficionados. Voilà. Alors qu'en Angleterre, et c'est la force de la Premier League, et ben à un moment c'était Manchester United-Liverpool, puis ça a été Manchester United-Arsenal, puis ça a été Manchester United-Chelsea, puis Chelsea contre Manchester City. Donc les chocs évoluent. Même chose en Allemagne et même en France où on a du PSG-OM que depuis une vingtaine d'années. Avant c'était Nantes-Saint-Etienne. Je ne t'ai pas dit du tout le contraire de ça. Alors on est d'accord, c'est formidable. Je te dis juste qu'aujourd'hui, ça a perdu en caisse de résonance avec le départ de Cristiano Ronaldo, forcément au sein de ce Real Madrid. Il n'est pas allé il y a 10 ans. Ouais, ça fait seulement 1 an et demi qu'il est parti. Allez, je pense qu'il y a toujours cette même passion de... Cristiano Ronaldo ou pas, ça fait 4 années de suite que Barcelone va gagner à Bernabéu. Alors justement, parlons du sportif, parce qu'au Bernabéu, il y a un certain Zidane qui joue gros, Alejandro Valente. Jusqu'ici, il a su se sortir de beaucoup de situations difficiles dans sa jeune carrière de coach. Le Real s'est incliné bien sûr contre City en Ligue des Champions mercredi, et une défaite dimanche face au Barça pourrait sonner le glas de ses ambitions domestiques. La Liga, c'est son objectif prioritaire, c'est en tout cas ce qu'il avait annoncé en début de saison. Le croyez-vous capable, Zizou, de nous surprendre une nouvelle fois? Vous n'êtes pas d'accord? Je vais peut-être passer la parole à Rémi, vous répondrez à Alejandro. Rémi, oui. Il va vous surprendre ou pas? Oui. Zizou va nous surprendre. C'est vrai quand même qu'en termes de statistiques... Peut-être qu'il va jouer, non? Mais pourquoi est-ce que vous parlez souvent de Pep Guardiola? C'est parce qu'il joue? Non, justement, mais bon. Pourquoi vous parlez de Mourinho? Il joue souvent? Non, mais on va voir, là, vous parlez d'une surprise. Allez-y. Je crois qu'autrement dit, s'il ne joue pas, on prend 11 joueurs, on met au stade, on prend les entraîneurs et viennent commenter avec nous à la cabine. Écoutez, mais donc maintenant... ça a surpris. Il a laissé Kroos sur le banc, il a fait un très Bale. Bon, c'était une petite surprise. Coaching, on a connu mieux. Ah oui, mais écoutez, en même temps, vous êtes quand même en train de parler d'un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions, soit dit en passant, c'est-à-dire qu'il est le seul dans l'histoire. Donc aujourd'hui, il peut avoir choisi cette optique. Bien évidemment aussi, il a fait peut-être une erreur de coaching en ce qui concerne l'entrée de Gareth Bale, qui, faut-il le dire, n'a pas marqué depuis très très longtemps, mais il faut savoir que c'est aussi un joueur qui coûte cher au Real, avec 32 millions, plus 3 millions de primes par an, et Zinedine Zidane ne l'a jamais voulu, mais compte tenu du fait qu'il a un président, il fait jouer Gareth Bale. Bien évidemment, Gareth Bale arrive là parce que nous avons aussi un Vinicius qui ne peut jamais marquer. Parce que le véritable problème aujourd'hui avec le Real, c'est qu'après avoir perdu Cristiano Ronaldo, vous avez Jovic qui ne peut pas marquer de but. Vous avez Mariano Diaz qui pratiquement a un demi-pied. Pourtant, ils les ont payés cher. Oui, mais là, toujours du recrutement du Barça. Mais... Attendez, mais là, on peut se dire que ce Real aujourd'hui a un problème sur le plan offensif, parce que lorsque vous regardez les derniers buteurs du Real, c'est Ramos, c'est Kroos, et puis voilà, c'est Isco.
Donc, les attaquants n'ont pas marqué depuis une certaine période. Et lorsque vous regardez les statistiques, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que quand Cristiano Ronaldo était là en 438 matchs, le Real n'a fait que 36 matchs sans marquer. Or, à peine on n'est même pas à 100 matchs, le Real a déjà fait 21 matchs sans marquer. C'est-à-dire qu'avec Cristiano Ronaldo, le Real avait passé 8% des matchs sans marquer. Or, sans Cristiano Ronaldo, nous sommes déjà à 21% sans marquer. Mais c'est bien. Donc aujourd'hui, Dans cette nous avons ce démonstration- problème. Nous avons ce tunnel. problème. Mais c'est- Nous avons ce problème. Allez, laissez-en un peu aux autres. Mais cela ne veut Rémi. pas dire que le Barça est aussi puissant que ça. Parce que le Barça, Non, mais le c'est Barça n'importe lui-même quoi. est Mais- épileptique. c'est n'importe quoi Le ce que Barça dit est Rémi Ngono. épileptique. Attendez, mais- Rappelez-vous, Pas tous, non, ça mais la c'est fois, pas tous, ça important. la fois, pas tous, Rappelez-vous ce que disait Rémi Ngono après le triomphe du Real Madrid à la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. C'était la meilleure équipe du monde. Le Barça était ridicule. Le Real Madrid avait déjà, Et avait j'ai déjà dit que le gagné sa Barça est saison. quelque chose. Mais si. Repassons les bandes. On verra ce que disait Rémi Ngono. Non, les Et à apparts, ce on les moment-là, apparts en stock. les problèmes d'attaquants n'étaient pas un problème pour le Real de Madrid. Il n'y avait pas de problème. Ils gagnaient Allez, tout. vous-même, vous avez des problèmes au Barça, je sais pas pour si les attaques. je suis sûr que Mais mon ami- je suis sûr que les auditeurs et les internautes en Facebook Live se souviennent de ce que je disais à l'époque. Je disais que finalement, cette élimination du Barça pouvait leur rendre service parce qu'elle leur donnait l'occasion Et c'est quel de faire service, une là mini trêve. Oui, on pourra repasser les bandes. Une mini trêve pour refaire un peu de foncier. Ce que, à cette période de l'année, ces dernières années, Zidane faisait, lui, lorsque le Real était à chaque fois éliminé dès les premiers tours de la Coupe d'Espagne. Et le Barça est où? Et donc le Barça est maintenant en tête du championnat. Ah, avec il a, deux points il- contre il le a- Real il a était fait match trois nul points à avant. Naples. Et Mais surtout, on peut le lire actuellement dans la presse en Espagne, il y a beaucoup d'observateurs qui s'inquiètent de l'état physique des joueurs du Real Madrid. Mais C'est-à-dire le que problème, la c'est que- pêche qu'ils avaient d'habitude à cette période de l'année, parce que Zidane avait pu leur faire une préparation spécifique, ils l'ont plus. Non, mais Ah, bah, je peux te dire, attendez, la non, Rémi, problématique, c'est habile. la problématique, c'est déjà vous partez dans deux tunnels. Vous êtes dans un duel Barça-Real. Toi, tu es fan du Barça et il y en a un autre qui est fan du Real. C'est pas ça aujourd'hui l'analyse qu'on Et doit toi, tu es avoir. fan de quoi? Non, mais à un moment donné, De Pep l'analyse, Guardiola, du c'est pas Barça. celle-ci. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, tu viens valider ce que je te disais sur l'aspect un petit peu aujourd'hui cette caisse de résonance. Tu nous parles de Cristiano Ronaldo. Quand il y avait Cristiano Ronaldo, le Real ne passait pas beaucoup de matchs sans marquer. Maintenant qu'il est plus là, donc tu nous mets toujours en perspective Cristiano Ronaldo. Il n'est plus au Real Madrid. Maintenant, il faut vivre sans Cristiano Ronaldo et analyser le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo. C'est aussi simple que ça. Vous êtes dans un duel Real-Barça sans forcément traiter le fond de la question. Donc c'est une problématique. Alejandro, le ouais. classico sur les réseaux sociaux. Ah bah, moi, je Ça nous suis dit tenté quoi de suivre le conseil de Noël Pepillo Diedu, que me conseille de donner un coup de pied à Rémi, puisqu'il est à côté de moi. Je ne vais pas le faire. Non. Je ne vais pas le Vous êtes faire, filmé. mais la position de Rémi suscite quand même beaucoup de positions. Certains se demandent comme RMB patron qu'il ne devrait pas être là directement aujourd'hui, Rémi, vu qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Bon, voilà. Que je... Non, il y a un match. Peut-être que le classico de dimanche lui donnera raison. Ah, En tout non, cas, attendez. ce qui est certain, c'est qu'on y reviendra dans Radio Foot, à mon avis, dès lundi, dans une ambiance, je pense, un tout petit peu plus tranquille, apaisée. Près de 20 000 spectateurs au stade Gerland pour ce derby toujours très coloré. Les joueurs de Saint-Etienne en maillot sombre jouent à droite, les joueurs lyonnais donc à gauche en maillot blanc. On regarde le calendrier, on regarde tout le temps les deux premières dates du derby. C'est le match le plus attendu de l'année. C'est le derby, c'est suprématie régionale. On a perdu ce soir, mais il ne faut pas perdre l'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation, la Champions League. Alors là, on est à peu près certain qu'il ne s'agit pas du plus grand match de la saison en termes de spectacle, mais l'ambiance, elle est toujours électrique, un peu comme ici, quand Lyon affronte Saint-Etienne. C'est le derby, incontestablement le plus chaud du football français, face à des Verts bien palos. L'OL doit gagner dimanche pour se rapprocher du podium. Il est encore loin et l'OL doit également confirmer sa splendide victoire de la semaine à la maison, déjà contre la Juventus Turin. Touzard Aouar, le buteur et le passeur, lors de cet exploit, ont déjà été plébiscités, félicités ici même, mais on voudrait maintenant parler d'un autre joueur. On a beaucoup aimé son match plein d'abnégation, le mot est faible. Il s'agit de Karl Toko Ekambi, votre compatriote, mon cher Rémi Ngono, recrue hivernale de l'Olympique Lyonnais et qui fait beaucoup de bien. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah, bien évidemment, j'ai toujours dit que toute c'était objectivité. c'est un fantastique joueur que beaucoup ont souvent sous-estimé, mais c'est quelqu'un qui est très important, même si au niveau de certains coachs des Lions indomptables, parfois il n'est pas pris à sa juste valeur. Mais sinon, c'est un garçon qui non seulement est posé, mais surtout
est polyvalent. C'est quelqu'un qui peut jouer d'un côté, c'est quelqu'un qui peut être un excellent finisseur. Donc moi, je trouve d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on nous disait que, voilà, c'était le grand joueur qui manquait à Lyon parce qu'il est blessé, de paille, je trouve plutôt qu'il a une palette beaucoup plus complète que celle de Depay. Voilà. Alors, 7 titularisations, 9 apparitions en tout, 2 buts, 2 passes décisives. Donc, on n'est pas encore dans du finisseur hors pair, mais contre la Juve, on a vu qu'il apportait aussi autre chose. Il s'intègre dans un collectif, c'est pas une star, justement, vous le soulignez, il a un très bon état d'esprit et il vient justement pour renforcer cette équipe. Depay, il faut que le monde, enfin, en tout cas, son équipe tourne autour de lui. Et c'était très compliqué de construire ce collectif autour de lui, d'autant plus qu'il y a pour moi le vrai meneur de jeu, le patron de l'équipe, c'est Houssen Aouar, qui a été remarquable contre la Juventus. Donc c'est très compliqué quand il y a deux patrons sur un terrain. Donc là, on voit qu'on a un collectif beaucoup plus cohérent et ils ont bien respecté les consignes. Ils ont joué alors un match défensif, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sera très compliqué à Turin au retour. Mais c'est vrai qu'il y a plus de cohérence dans cette équipe de Lyon maintenant, en tout cas telle qu'elle évolue actuellement, que lorsqu'elle a joué contre Saint-Etienne, par exemple, au match aller, où ils avaient perdu d'ailleurs à Geoffroy Guichard. Abibé, il occupe le couloir droit. Carl Toko Ekambi, il fait un bon travail défensif. Vous auriez aimé, vous, en tant que joueur, en tant qu'arrière droit, avoir un Toko Ekambi aussi travailleur, un joueur aussi travailleur que lui? Parce que c'est un challenge, c'est un joueur qui a cette capacité et ce volume de course important. Je trouve que c'est un homme de collectif et ça c'est primordial pour cette équipe de Lyon. Il l'a bonifié clairement sur le plan offensif mais également dans l'animation défensive. Après, il ne faut pas le comparer aujourd'hui avec Depay. Depay, c'est quand même un joueur qui, même s'il a eu des échecs à Manchester United, est un joueur de grande classe qui doit prouver encore une fois sa régularité. Je pense que Carl Toko Ekambi est un joueur au profil complètement différent. Mais je trouve que c'est un très bon recrutement de la part de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait déjà dit, c'est un joueur qui progresse constamment. Il est allé à Angers, il a progressé. Il est parti en Espagne, même si ça n'a pas été toujours facile dans un football qu'il devait appréhender. Il a également été performant. Il arrive dans un club où il est facile de s'adapter, en tout cas pour un joueur de son talent et surtout pour un joueur avec cet état d'esprit. Parce qu'on parle de talent, mais l'état d'esprit de Carl Toko Ekambi, il dégage une vraie sérénité et je pense que Rudy Garcia s'appuie aussi sur lui pour apporter tout ça. Donc c'est une vraie bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais. Il a aussi une qualité qu'on ne souligne pas peut-être suffisamment, c'est qu'il a un esprit positif. Et dans une équipe qui vit un climat avec une certaine sinistrose, c'est cette espèce de fraîcheur et cette envie de voir les choses du bon côté, de voir le verre à moitié plein, fait beaucoup de bien. Oui, et puis il a dit qu'il voulait déjà rester, qu'il voulait continuer avec Lyon. Donc ça montre, alors que Lyon n'est que 7e du championnat, ça montre ses ambitions vis-à-vis du club, qu'il est arrivé, qu'il est intégré. Ça, pour moi, c'est des signaux forts envoyés à un club et c'est pour ça qu'on s'appuie sur lui. 24 buts, 10 passes décisives en 62 rencontres du côté de Villarreal, du côté du sous-marin jaune qu'il avait rejoint dans la foulée de son prix Marc-Vivien Fouet, RFI, du meilleur joueur africain de Ligue 1 en 2018. On a eu le nez creux sur ce coup-là, mon cher Alejandro. Oui, je pense, absolument. C'était une des vraies réussites de ce prix. Oui, absolument. Je pense qu'à ces moments-là, en tout cas, il a peut-être été davantage connu au niveau international. Et aujourd'hui, c'est un joueur, comme l'a dit Habib, qui a beaucoup progressé et qui arrive sans doute à maturité à un moment clé dès la saison des Lions. Outre le derby contre Saint-Etienne dimanche, beaucoup de grands rendez-vous attendent l'OL dans les semaines qui viennent. Il y a bien sûr le 8e de finale, le retour de Ligue des Champions à Turin. La Juventus, en attendant, accueille déjà une grosse affiche ce week-end. Ce sera là aussi dimanche. Juventus Inter Milan, ça comptera à n'en pas douter dans la course pour le Scudetto. La Juve pour l'instant est en tête. L'Inter 3e du classement avec 6 points et un match en moins par rapport à la vieille dame. Mais ce qui intrigue avec cette affiche, c'est plutôt le contexte. Huis clos extrême décrété pour cause d'épidémie du coronavirus. Quand je dis huis clos extrême, c'est-à-dire que ça touche non pas seulement le public, comme c'est le cas lors d'une sanction. Même les journalistes. Mais voilà, ça touche également les journalistes. Qui, en dehors de ceux qui sont indispensables à la retransmission télé, ne seront pas là. Il n'y aura pas des zones mixtes, il n'y aura peut-être pas des conférences de presse, donc il n'y aura quasiment rien. Il y aura que le personnel absolument indispensable. On ne verra pas d'enfants à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Donc ça va créer une ambiance un peu tristonnette, comme disait Antonio Conte après les matchs contre Ludogorets. Une ambiance d'entraînement plutôt que de match. Oui, puisque l'Inter a déjà joué à huis clos devant
justement pas devant son public contre Ludogorets hier en Ligue Europa. Antonio Conte, on va l'écouter, l'entraîneur de l'Inter Milan, ancien coach bien évidemment de la Juventus Turin. J'ai la chance d'entraîner un groupe de joueurs sérieux et très professionnels, des joueurs qui n'ont pas besoin d'être motivés. Ils sont bien conscients que lorsque vous portez le maillot de l'Inter, c'est un privilège qu'il faut mériter à chaque fois que vous vous trouvez sur le terrain, sans considérer le degré de facilité ou de difficulté de la tâche à accomplir. Antonio Conte qui s'exprime sur ce contexte particulier, jouer dans un stade vide, a priori ça n'aura pas d'impact si ces joueurs se montrent professionnels, car ils doivent toujours être motivés. Vous avez déjà connu des huis clos, j'ai déjà joué à comment huis on clos gère ça? et c'est difficile pour la motivation. Après, je comprends la complexité sanitaire en fait dans ce match-là, mais pour le football, c'est un drame absolu de jouer un Juve-Inter à huis clos. Lorsqu'on sait ce que ça implique cette saison par rapport à ces deux clubs qui sont mano à mano, je me dis qu'aujourd'hui, il y a forcément une autre solution à ça. Il y a forcément une autre solution à ça. Comment est-ce que les gens ne pouvaient pas porter Non, mais les masques, ne serait-ce qu'on nous a dit que dans le calendrier terrible. italien, il n'y avait pas de place parce que de toute façon, il y avait déjà un match retour à jouer de coupe ou qui devait être placé quelque part. Mais je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire pour que ce match se joue avec des supporters et voir une telle affiche à huis clos. Je vous dis encore une fois, je suis conscient de l'aspect sanitaire et c'est ce qui est le plus important avant un match de foot. Attention à la santé des gens et tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils se retrouvent tous en ville. Mais qu'on prenne chaque Italien, on lui dit tu ne sors plus de chez toi. On va pas dériver sur un débat sur la gestion de l'épidémie du coronavirus. Je pense que c'est important, moi, que le match se déroule et que les matchs continuent à se dérouler. Parce que les gens qui sont cloîtrés chez eux, qu'est-ce qu'ils font ? Si vous leur offrez même pas des matchs de foot à regarder à la télé. Non mais à un moment donné, il faut être conscient, Xavier. Il faut se dire une chose aujourd'hui. Quand tu sors dans la rue, tu voyages dans le monde entier. Quand tu vas dans les transports en commun, quand tu prends le bus, tu voyages dans le monde entier. C'est-à-dire que tu es avec des gens qui ont voyagé il y a 15 jours, qui ont voyagé il y a 3 semaines, qui sont peut-être partis à droite et à gauche. Donc en fait, quand tu prends les transports en commun et que tu es confronté à d'autres personnes, tu fais un voyage dans le monde, puisque ces gens-là ont été à droite et à gauche. Et aujourd'hui, se dire que parce que tu vas concentrer un nombre de gens, oui, peut-être. C'est pour parce réduire que les risques. Non mais pour limiter les risques, j'ai pas de problème avec ça. J'entends ça. Et je te dis, je suis conscient du problème sanitaire. Je te dis juste que pour l'image du foot et ce que représente un Juve-Inter, c'est un drame absolu de ne pas voir des supporters pour un match comme ça. Après, je comprends l'urgence sanitaire. Ça, dans l'absolu, évidemment, tout le monde préférerait que ce match puisse se dérouler dans un stade plein. Alejandro, faut-il craindre pour le match Juve-Lyon en Ligue des Champions, si la Juve joue ses matchs à huis clos en championnat? J'espère que non. Pour l'instant, le Piémont n'est pas considéré comme une zone à risque. Le match à Lyon s'est déroulé sans problème. Cela dit, si ça devait se jouer à huis clos, je pense que c'est la Juventus qui serait davantage pénalisée que Lyon, compte tenu du fait qu'elle doit évoluer devant son public. C'est un peu le même cas pour la Juve par rapport à l'Inter. Allez, on passe au carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Nous sommes pile à l'heure pour les cartons. Une fois n'est pas coutume. De quelle couleur est-il, votre carton, Xavier Barry? Coronavirus, je voudrais donner un carton vert posthume à cette jeune femme qui joue au futsal en Iran, je ne me souviens plus de son nom, et qui est décédée il y a 2 jours maintenant. On sait qu'il y a beaucoup d'anonymes, entre guillemets, qui ont déjà été victimes de cette terrible maladie. Mais là, voilà, le monde du sport est touché à travers, qui plus est, une jeune femme en Iran, dans un pays où c'est très compliqué de s'exprimer. Et elle avait cette possibilité, par le biais du football, justement, de défendre la cause des femmes. Donc, carton vert posthume pour cette championne iranienne qui, malheureusement, ne pourra pas continuer sa carrière et qui nous quitte bien trop tôt. Habib Bey, carton jaune, rouge, non, vert. carton vert, destination de Pep Guardiola et de mon ami Rémi Ngono. Parce que j'ai commenté ce match face au Real Madrid. On peut dire ce qu'on veut, rien n'est joué. Zidane est un immense entraîneur, mais ce qu'a fait Pep Guardiola à Bernabeu en mettant Bernardo Silva et Kevin De Bruyne attaquant d'un match comme celui-ci, et tactiquement ce qu'ils ont produit offensivement, on peut me dire ce qu'on veut. Cet entraîneur ne réinvente pas le foot, mais il fait des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Il influence le football moderne. Et rien que pour ça, et en tant qu'amateur, et en tant qu'analyste du football, et en tant que futur entraîneur, assister à ça et voir ce genre de choses, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est pour moi un héritage exceptionnel pour tous les gens qui aiment le football et qui aiment le jeu. Par une telle équipe, moi je regarde le match et je me dis,
Waouh, quel culot de tenter ces choses-là. On peut dire ce qu'on veut. Vraiment, il faut que je Peut-être tente qu'il ne ça. gagnera pas. Il faut Peut-être que qu'il ne je tente gagnera pas ça. la Ligue des Champions. Un peu de tenue, mon cher je vais Rémi. t'écouter. Il faut que je tente ça. Rémi, Oui. je vais t'écouter. Il faut que je tente Rémi, ça avec Rémi, les gens. Rémi, Voilà Rémi, ce qu'il Rémi. invente. tu vois le Il faut problème bousculer les Rémi, gens. Rémi. le problème, je vais t'écouter et au moins le respect de m'écouter. Je vais t'écouter après pour ton carton. Je dis juste que on est des privilégiés de voir ce genre de choses qui peuvent parfois être faites par Zidane, par Simeone, par d'autres. Mais je dis que juste Souvent que par fait Guardiola. Pep Guardiola depuis maintenant de 10 bonnes années aujourd'hui au plus haut niveau est pour moi exceptionnel. Voilà, respect aux grands entraîneurs. Oui. Rémi Ngono, après ces bons sentiments. Bon, écoutez, Faut je il ne s'attendre à peux du plus mauvais esprit parler de de votre cet part. entraîneur qui se fait éliminer par Monaco et par toutes les autres équipes et donc il respecte Et beaucoup qui a en gagné Ligue des 2 Ligues des Champions. Champions. Bon, attendez, il se fait éliminer tout le temps. Il se fait battre aller-retour par Liverpool. Bon, voilà. Modiane Sen du Sénégal, comme Habib Bey, donne un carton rouge à Guirandao qui, bien évidemment, sur ma page Facebook, il dit qu'il a triché sur son âge. Et il affirme Ancien que... joueur sénégalais, on Voilà. précise, Et qui dit que- qu'il a triché sur son âge. Voilà. Et que 99% des joueurs africains ont triché sur leur âge. Mais alors là, il va très très fort là franchement parce que si lui il a triché, les autres n'ont pas triché et encore que beaucoup de joueurs africains sont même nés ici. Big Ben n'a jamais triché sur ton âge, d'autres n'ont pas triché sur son âge, donc à une certaine période, quand il peut jeter l'opprobre sur autant d'Africains comme ça, c'est quand même une honte que lui-même comprenait comme un exemple pour le Sénégal, pour le football africain, qu'il aille totalement dans la boue. Comme le dit un proverbe africain, tu as beau placer une gredouille sur une chaise en or, elle finit toujours par retomber dans sa mare. Ploup. Petite réaction peut-être Ouais, à ce, rien à à ce déclarer. Je carton, pense Habib que Bey. c'est une déclaration un petit peu de désespoir. On ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça, mais c'est triste d'entendre Guéran dire ce genre de choses parce que je pense que c'est pas, même si ça a été vu aujourd'hui en Afrique, ça a été vu sur d'autres continents, ça existe aussi en Amérique du Sud et il faut pas généraliser. Voilà, c'était son cas personnel peut-être. Mais je trouve ça dommage de l'entendre dire ça maintenant, aujourd'hui, parce que ça décrédibilise plein de choses et il cible plein de choses. Et je pense que c'est pas une bonne chose de sa part de s'exprimer comme ça, mais ça lui appartient. Le message est passé. Alejandro Valente, Moi, votre je donne carton. la parole à nos auditeurs. Il y a plein de propositions de cartons, mais la plus drôle, la plus originale, me semble-t-il, c'est celle de Godfrey Condé qui donne un carton rouge par anticipation à Zidane pour sa prochaine défaite face à Barcelone dimanche à Bernabéu. Ah, c'est un carton de mauvaise foi. Même Rémi Ngono n'aurait pas osé. Vous savez, franchement, je ne comprends pas. Ce monsieur est tellement partisan que je ne comprends pas. Il avait donné le carton rouge. On lui avait donné le carton rouge Il y en a- au mauvais arbitre. Il y en a qui réclament de. Il y a des. Il y a des arbitres qui il y a des internautes. accepté qu'on pousse Ramos. Il y a des internautes qui réclament qu'on donne un carton rouge à Sergio Ramos, mais comme il en a déjà eu un, on va pas s'acharner sur lui. Guélem, par exemple, dit comment un joueur de cette expérience peut abandonner son équipe à ce moment-là du Oui, match. mais si Ah on oui, siffle, puis si on son siffle la règlement. faute sur Jésus de Sergio Alors- Ramos, on doit siffler celle de Jésus sur Sergio Ramos. C'est la Bon, même on va chose. pas refaire le débat. Voilà. Real City, ça va nous prendre un peu de temps. Là, il nous reste même pas une minute. Le carton Beaucoup vert. de demandes pour l'absence d'Annie Gasnier. Hein. Alors, carton vert à Annie Gasnier qui va bientôt revenir. Et carton vert à Hugo Moissonnier, qui est très, très bon aussi, hein. Bon, je vais pas m'auto-cartonner. Carton vert de Radio Foot, en revanche, à un certain Mathieu Valbuena qui était sur la pelouse de l'Emirates Stadium hier, qui a participé à l'élimination d'Arsenal et à la victoire et à la qualification de l'Olympiakos. Et qui Il a va même jouer signé le serial passeur. une passe décisive, 35 ans. Mathieu Ouais. Valbuena, on avait perdu de ses nouvelles. Il a rendu de fiers services à l'Olympique de Marseille. Vous l'avez Oui, je l'ai côtoyé côtoyé. là-bas. Chapeau, et- exceptionnel, carrière. Au vu de son potentiel Exactement. de départ, Au vu de ce que les gens exceptionnel. attendaient. J'ai une reconnaissance extrême envers ce joueur parce que je l'ai vu arriver et c'était pas gagné. Et ben voilà, la Il a reconnaissance d'Habib Bey. prolongé son contrat, il a prolongé à l'Olympiakos encore un an. Et ben voilà, Wow. chapeau Mathieu Valbuena. Merci de nous avoir suivis. Radio Foot revient lundi. Excellent week-end sur RFI. Steven Jambeau. Que font les jeunes de 18 ans avec Téléportable? La série documentaire Dans ton tel nous permet d'en avoir un aperçu en vidéo. Pour en parler, on reçoit sa réalisatrice Sherazade Chekaïk et puis Elodie Font viendra nous présenter Double Vie, une enquête audio sur ce que l'on cache sur les réseaux sociaux pour le meilleur et parfois pour le pire. L'atelier des médias avec Steven Jambeau. Demain, à partir de 17h40 TU. RFI. Géopolitique, le débat. Le monde d'aujourd'hui est confronté à des transformations de la violence qui s'expriment